Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous regarder et de nous écouter sur nos différentes plateformes Facebook et YouTube For You Media Africa, de nous écouter via l'application téléchargeable sur Play Store, ainsi que notre fréquence radio 96.3 FM et notre télévision For You Télévision. Alors qu'en 1990, Jacques Chirac déclarait, je cite, « L'Afrique ne serait pas prête pour la démocratie », fin de citation, rendue aux années 2000, la véritable interrogation qui préoccupe observateurs et peuples n'est pas si le continent a fini par être prêt pour ce modèle politique, mais plutôt si le continent en a réellement besoin. Émeutes, dégâts matériels, morts, déplacés, creux économiques au lendemain des élections, entre guillemets, pacifiques libres, auxquelles on arrache toujours le caractère transparent. Au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Togo, en Côte d'Ivoire et même en République démocratique du Congo, entre 2000 et 2011, les crises post-électorales et dans certains pays pré-électoraux ont peut-être démontré des limites énormes de ce régime politique, mais comme un fétiche, les pays africains s'y accrochent et ne cessent de préparer et de subir le gouffre à sous et envies humaines qu'ils représentent. Parler de boucle infernale dans cette émission, lorsqu'on évoque et on mentionne la démocratie et sa clique d'élection, ressemble presque à un euphémisme. La démocratie en Afrique semble donc avoir été adoptée comme un ring pour abriter une lutte entre individus désireux d'assouvir leur désir de gouvernance. L'Afrique a-t-elle mal compris la démocratie? En a-t-elle besoin pour prouver au monde sa maturité politique? Devrait-elle créer son propre modèle politique qui s'y est peut-être? Aux réalités, aussi bien économiques que culturelles, ces questionnements, on les passe sous le regard panafricain du docteur Yam Timba, qui n'est nul autre que l'invité de cette édition. Bienvenue à vous et bonsoir, docteur Yam Timba. Bonsoir, Madame Bégoudé, et merci de m'avoir invité une fois de plus à ce moment fort agréable de partage avec vous et avec les auditeurs. C'est un plaisir également pour nous de vous recevoir. Juste après cette transition, on démarre les échanges avec vous. Merci à nouveau à tous d'être avec nous dans le cadre de cette émission Regard panafricain sur For You Media Africa. Docteur Yam Timba, concernant ou alors au vu de mon propos liminaire tout à l'heure, la première interrogation qui vous est posée dans cette émission, c'est l'Afrique a-t-elle mal compris la démocratie? C'est une question très orientée. Elle est très orientée parce que si on demande si l'Afrique a mal compris la démocratie, alors elle serait quelque chose qui est un objet, c'est un problème, c'est-à-dire quelque chose qui est devant moi, qui est là devant nous et que l'Afrique devrait soit assimiler, soit dont elle devrait user dans le cadre d'un syncrétisme politique éventuel. Est-ce que l'Afrique a mal compris la démocratie? Non, c'est pas. Je pense que la question telle que je le comprendrai et telle que j'aborderai la question, c'est y a-t-il l'Afrique et la démocratie, ou y a-t-il une démocratie africaine, ou y aurait-il une approche africaine de la démocratie? La vérité est que je pense, historiquement, au fond, l'Occident s'est accaparé quelque chose que lui-même, enfin l'Europe, parce que l'Occident, après tout le reste, c'est l'ethnie européenne, donc ça reste des excroissances tout simplement. Restons sur le principal. L'Europe s'est accaparé une chose qu'elle a aujourd'hui énormément de mal à définir et à circonscrire. Parce que, en vérité, la démocratie telle que l'Occident, l'Europe nous la présente, c'est la démocratie électorale, la démocratie représentative. Oui. Alors, sauf que la démocratie représentative, c'est un vol, c'est un dol politique et historique. Comment on en arrive à la démocratie représentative en Europe? Nous sommes au 14e, 15e, 14e siècle, il y a une classe, nous sommes déjà au 13e, la Renaissance, et puis le 14e, il y a une classe montante qui s'appelle la bourgeoisie.
C'est des commerçants qui se sont retrouvés, des petits artisans, des gros artisans, on appelait à l'époque des corporations, qui se sont retrouvés dans les villes qui deviennent de plus en plus importantes et qui ont profité des croisades particulièrement et si vous voulez, de la croissance de l'Église catholique qui passait quand même beaucoup de commandes pour pouvoir s'enrichir. Et puis arrive donc la période où ces gens-là commencent à faire ce qu'on appelle rechercher les produits les plus rares, comme les épices, pour pouvoir, voyez-vous, répondre à la demande croissante en Europe. Et cette bourgeoisie va profiter donc d'un édit du pape Nicolas V. Il s'appelait Tommaso Parentuccelli, il est d'origine italienne. Et ce pape-là va donc signer une encyclique, une sorte de loi dans l'Église catholique, pour dire oui, mais les Noirs n'ont pas d'âme, en fait, ils ont été maudits par Dieu, et donc les terres qu'ils occupent appartiennent à Dieu, puisqu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont donc pas de droit à la propriété. Et ça va vous paraître bizarre, mais à cette époque-là, on pouvait faire passer un porc en jugement, mais un noir ne passait pas en jugement, on coupait sa tête et on n'en parlait plus. Et donc cette classe-là, qu'on appelle les bourgeois, eh bien, grandit, devient de plus en plus opulente, de plus en plus puissante. Sauf que elle constate avec effarement que sa fortune reste quand même sous le contrôle de la noblesse, du roi. Et donc, il y a la bourgeoisie, il y a le peuple, et puis il y a la noblesse avec à sa tête le roi. Donc, il y a trois classes. Hein, on va d'ailleurs appeler le peuple le tiers-état. Et ces gens-là décident donc, si vous voulez, de s'accaparer du pouvoir suprême. Ils vont instrumentaliser le peuple dans le cadre de révolutions et de combats politiques. La Révolution française étant l'une des plus emblématiques, pas là, mais l'une des plus emblématiques. Et lorsqu'ils vont utiliser le peuple, ils vont couper la tête des rois, ils vont arriver au pouvoir. Et ils vont dire, pour qu'on puisse arriver au pouvoir, puisque le peuple doit continuer à s'exprimer, on va créer une affaire qui s'appelle les élections, qui porte la démocratie représentative. Oui. Et cette démocratie représentative, c'est que c'est celui qui a le plus de voix qui va représenter le peuple. Le problème, c'est qu'il va falloir financer une campagne électorale. Le peuple, les sans-culottes, comme on les appelait, malheureusement, on n'en a pas les moyens. Il n'a pas les moyens de faire campagne. Ce sont donc les bourgeois qui vont soit se présenter eux-mêmes, soit financer les campagnes de ceux qu'ils vont adouber, et du coup, ils vont contrôler le Parlement, élire le président, et donc, clairement, ils vont prendre le pouvoir suprême. C'est un processus qui a pris 2 siècles, 2 à 3 siècles. Et là, vous voyez très bien que le peuple a été utilisé tout simplement. En fait, c'est un dol. Alors, quand on arrive en Afrique, la question devient, qui va tromper l'autre? Parce que la difficulté, c'est que le contexte historique et l'environnement ne sont pas du tout les mêmes. Nous n'avons pas au moment des indépendances, il n'y a pas une bourgeoisie quelconque. Vous voyez qu'en fait, c'est juste le prolongement de ce que cette bourgeoisie capitaliste faisait. Oui. C'est-à-dire que au moment de l'indépendance, elle va s'assurer d'adouber un certain nombre de dirigeants. Et ce sont ces dirigeants qui vont être déclarés élus. Et depuis toujours, c'est le cas. Aujourd'hui d'ailleurs, pour devenir président de la République dans la plupart des pays, on paye une caution qui n'est remboursable que si vous avez au moins 5% des voix. Et la plupart du temps, la majorité des candidats, à moins que vous ne soyez un candidat encadré, vous n'atteignez pas 5%. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en fait, la démocratie, celle en tout cas pour laquelle on demande aux Africains de se battre, qui est la démocratie représentative, eh bien cette démocratie-là, au fond, ne représente pas le peuple. Ceux qui dirigent ne représentent pas le peuple, ils représentent leurs propres intérêts. Et ça s'appelle l'impérialisme. Oui. Et donc, en fait, l'Afrique est dans une situation où elle confond la démocratie et l'impérialisme. Or, c'est la même chose. Parce que ce qu'on appelle l'impérialisme tel que c'est né en Occident, en Europe au 19e siècle, c'est le fait que la bourgeoisie
qui contrôle les moyens de production et qui contrôle le secteur financier, va donc, c'est ça qu'on va appeler donc l'impérialisme, et cet impérialisme, c'est lui qui va conduire au colonialisme. Et le colonialisme, pour s'assurer qu'il reste pérenne, permanent, sous la forme donc de ce que nous dénonçons depuis toujours, le néocolonialisme. Oui. Le président de l'Azerbaïdjan en a fait un exposé extraordinairement agréable l'autre jour dans la réunion des pays de la ligne de contact, pays de contact. Et là, c'est ça le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'en fait, on prolonge simplement cet impérialisme et c'est ce qu'on impose aux Africains. Alors donc la question, l'Afrique a-t-elle compris la démocratie? La question devient, qui a jamais compris la démocratie dans le monde actuel? Les Européens, en tout cas, eux n'ont rien compris du tout. Ils ont subi un vol, ils ont subi une tromperie. Et donc, je suis toujours très amusé quand j'ai des amis ou je me retrouve en discussion avec des Européens qui disent oui mais la démocratie, et puis vous avez cité un ancien président français qui lui comprenait très bien la question de l'impérialisme, puisqu'il va jusqu'à dire que ce qu'ils ont dans leur poche vient de chez nous. Donc vous comprenez qu'ils ont tout intérêt à s'assurer d'avoir un certain contrôle de toute notre capacité de production pour que nous continuions à alimenter leur poche. C'est ça la démocratie que l'Europe tente d'implémenter et d'instaurer en Afrique. Permettez-moi de dire une phrase avant peut-être que vous me relancez. À votre avis, pourquoi est-ce que l'Europe ne fait pas d'efforts pour que l'Afrique soit industrialisée, mais fait beaucoup d'efforts pour que l'Afrique soit démocratique? Répondez. Parce que si l'Afrique s'industrialise, eh bien l'Afrique joue dans la cour des grands. C'est-à-dire que c'est ça qui crée la liberté. C'est le fait d'être industrialisé, c'est le fait d'avoir la base du développement économique. Donc si vous n'avez pas cette base-là, vous ne pouvez pas conquérir votre liberté et votre souveraineté. Absolument. Et donc du coup, on va conduire l'Afrique dans des débats parfaitement oisifs et vaseux, tels que la démocratie de manière permanente, alors que les peuples européens eux-mêmes subissent quelque chose qui est extrêmement grave, qui est une tromperie sur la marchandise et sur le processus qu'on a appelé la démocratie représentative. Merci Dr Yam Timba pour ce premier jet. Alors lorsqu'on vous écoute, on a envie de se demander, finalement l'Afrique, elle n'a donc pas besoin de cette fameuse démocratie à l'européenne ou alors teintée d'impérialisme pour prouver sa maturité politique au monde? Alors, il y a deux choses dans ce que vous venez de dire. D'abord, nous n'avons besoin de prouver rien à personne. Nous n'avons rien à prouver à personne. Et le problème de la plupart des leaders africains actuels, c'est justement ça. Ils croient qu'ils ont quelque chose à prouver à je ne sais qui. Les Africains n'ont rien à prouver à personne. Ils ont simplement organisé une vie qui leur apporte le bonheur auquel ils ont droit. C'est la première chose. La deuxième, c'est que cette démocratie-là, de mon point de vue, ce n'est peut-être pas forcément le système. D'ailleurs, Winston Churchill disait c'est le meilleur des systèmes excepté tous. Façon de dire que en fait la démocratie au fond c'est une crapulerie, c'est tout. Donc bon, peut-être que le thème crapulerie peut être compliqué, c'est du banditisme, il faut dire les choses simplement. La démocratie représentative, c'est du banditisme purement et simplement. Et quand quelqu'un comme Churchill le dit, là, quand un premier ministre anglais, c'est l'une des figures légendaires de la politique en Grande-Bretagne, c'est pas monsieur tout le monde qui le dit, ce n'est pas n'importe qui le dit. Donc je crois qu'aujourd'hui, en fait, la question est-ce que l'Afrique a besoin absolument d'y aller? Non, je crois que l'Afrique devrait inventer sa propre voie. Et je pense que le problème de l'Afrique, c'est de croire justement qu'elle doit satisfaire un certain nombre d'exigences et de standards internationaux, alors qu'elle n'a participé aucunement à la définition et à la mise en place de ces standards. Nous n'avons pas besoin de les suivre, nous avons besoin de faire comme nous avons toujours fait. La question fondamentale est de savoir, sur cette terre, quel est le peuple qui a déjà géré un royaume, un État pendant plusieurs millénaires. En dehors de la Chine, il n'y a que l'Afrique. Oui. Donc, enfin, quand vous avez donc des gens, vous avez une expérience millénaire de gestion de l'État, vous n'allez pas vous inspirer de ce que des gamins historiques font. Parce qu'après, la démocratie représentative, ça peine 2 siècles.
Donc, c'est des gamins historiques. Et sur ce plan-là, vous êtes des adultes. Et des adultes ont une vraie expérience qui a permis d'engranger une vraie expertise. Le problème de l'Afrique, c'est que nous voulons tous ressembler aux Blancs. D'ailleurs, quand vous allez dans nos quartiers, dans nos villages, il faut s'habiller comme le Blanc, manger comme le Blanc, parler comme le Blanc. Et c'est ça qui permet qu'on vous appelle le Blanc. Et quand on vous appelle comme ça, vous êtes un type important. Quand vous avez une voix bizarre comme la mienne, on va dire que c'est pas bon. C'est un type du quartier. Or, c'est à cause de cela que nous étouffons toute l'expertise de notre peuple qui existe là depuis des millénaires. Nous sommes sur Terre depuis 300 000 ans. Depuis 300 000 ans, il est quand même clair que nous nous sommes organisés politiquement. Alors, toute cette expérience-là, où est-elle passée? C'est elle qu'il faut retrouver. L'Afrique a besoin d'une archéologie politique. Oui. Et c'est cette archéologie politique qui va nous permettre de retrouver les fondements sur lesquels s'est assis, sur lesquels notre peuple s'est constitué et s'est pérennisé sur le long terme. Nous n'avons pas construit. Beaucoup de gens aujourd'hui vous parlent des pyramides d'Égypte, mais ils oublient de vous dire qu'il y en a 3000 en Libye. Ça fait dans le Soudan actuel. Donc il y en a beaucoup plus là-bas. Beaucoup oublient de vous dire que les constructions comme celle du royaume de Edo, qu'on appelle vulgairement le royaume du Bénin, le royaume de Edo, vous croyez que ces gens avaient réussi à construire une muraille de 16 000 km de long? Ils ont fait ça en 2 jours? Pas du tout. Il fallait déjà la concevoir, il fallait la construire, il fallait gérer le projet. Ce ne sont pas des choses qui se font en quelques années ou en quelques décennies. Donc, vous avez une expérience extraordinaire. Lorsque vous arrivez au Mono Motapa et que vous regardez les constructions titanesques, je dirais un peu pharaoniques, des constructions pharaoniques du Mono Motapa, eh bien, vous vous demandez combien de temps il a fallu pour les concevoir, pour les réaliser. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous en citer d'autres. Lorsque vous avez dans les brousses de Ndom ici, là, au Cameroun, et que vous trouvez des hauts fourneaux, des fourneaux pour produire du fer, qui ont 6000 ans d'existence aujourd'hui, qui la datation au carbone 14 les rapporte de 6 à 7000 ans, vous croyez que c'était quoi? Pour faire ça, il vous faut une certaine stabilité, une certaine organisation sociale. La science et la technologie viennent d'un certain environnement. Parce qu'il y a 3 éléments, le moment, le milieu et les moyens. Donc, il y a le moment, sauf que le moment arrive quand il y a la masse, si vous voulez, la structuration critique. Vous avez le milieu. Il faut construire, structurer le milieu qui permet de générer certaines capacités, un certain niveau de science et certaines capacités techniques. Et il vous faut les moyens. Or, les moyens, ça se développe dans le temps. Donc, les Africains ont toute cette expérience, mais les élites actuelles, européanisées et totalement aliénées sur tous les plans, malheureusement, ont tendance à dire cette expérience n'a pas d'intérêt. Vous croyez que les gens sont arrivés à faire les fusils traditionnels là, comment? Mais il aura fallu du temps. Pour que vous fassiez de la science, il vous faut une organisation sociale qui crée de la paix et qui crée de l'harmonie, de la justice et une certaine sécurité. Parce que les hommes de science et les hommes de technologie ont besoin d'être dans la paix pour faire avancer, pour réfléchir, pour produire, pour confronter leurs idées et s'assurer de les affiner pour avancer. Le problème, c'est que vous avez des gens qui font une expérimentation sur 2 siècles et vous prenez toute votre expérience de 300 000 ans, vous la jetez dans les poubelles. Dernier élément que je voudrais dire, il faudrait que les Africains fassent attention. On peut emprunter de la science, on n'emprunte pas la culture. La politique, c'est quelque chose de purement, c'est une création culturelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'origine, c'est une idée, une conception originale de la manière dont la vie doit être organisée en société. Et ce ne sont pas des choses qu'on emprunte aux autres. Comme on ne peut pas emprunter une religion aux autres. Comme on ne peut pas emprunter les traditions alimentaires aux autres. Ou pas leur du tout. Histoire. Pas du tout. Vous pouvez aller leur prendre chez eux la science, parce que quand vous dites, vous prenez une constante 5,42, c'est une constante, elle est comme ça partout.
3,14. C'est comme ça partout. Oui. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est une conception originale de quelqu'un. N'importe quel peuple aurait pu le trouver. Voilà pourquoi les Africains ont l'humilité de dire qu'ils ont donné la civilisation à l'humanité, mais ils estiment que c'est simplement parce qu'ils étaient les premiers. Ce n'est pas parce que les autres ne sont pas capables de le faire. Merci, Dr Yamtimba. Vous avez évoqué tout à l'heure dans votre propos l'aspect sécuritaire. Eh bien, on en parle justement dans cette émission et on prendra peut-être l'exemple sur la République démocratique du Congo ainsi que sur le Mali. Deux pays, par exemple, où l'aspect sécuritaire, et même le Burkina Faso, pourquoi pas, des pays où l'aspect sécuritaire donne quand même à se questionner. Mais l'important pour les institutions africaines et pour les regards internationaux de la communauté dite internationale sont juste posés sur les prochains scrutins. Est-ce qu'il faudrait aujourd'hui se détacher justement de ces différentes pressions pour se pencher beaucoup plus sur la question sécuritaire? Dans mon village, on dit que quand vous êtes un homme, le jour où vous devenez un homme, où vous sentez que vous êtes un homme, oui. Ça veut dire que la seule chose qui peut tomber sur votre dos, ce sont les gouttes de pluie. Or, les gouttes de pluie, ça glisse, ça ne reste pas. Donc, pression, pas pression, il ne faut pas faire attention à ça. Ça, c'est... Les gens peuvent parler, ils peuvent vous envoyer 10 milliards de sanctions, c'est leur problème. Vous faites ce que vous avez à faire. Parce qu'un homme fait ce qu'il a à faire, un homme ne fait pas ce qu'on lui dit de faire. Il fait ce qu'il a à faire. Mais il écoute. Il écoute. Et il intègre. Il prend note des conseils, des suggestions, des orientations et même des menaces qui viennent. Mais il fait ce qu'il a à faire. Donc, ces gens-là, c'est normal. Je vous ai dit comment la démocratie représentative arrive dans l'histoire européenne et comment l'Europe veut maintenir une perspective néocoloniale en Afrique. Du coup, qu'est-ce qui permet d'avoir une démocratie représentative? C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui permet à la crapulerie, au banditisme international de contrôler les instruments de pouvoir dans tous les pays? C'est les élections en partie. Oui. Maintenant qu'on s'entende bien, les élections c'est important. Sauf que les élections, à mon avis, sont une chose qui devrait se faire selon les traditions des peuples qui les organisent. Parce qu'aujourd'hui, les Européens font comme si les élections sont une invention qu'ils apportent en Afrique. Non, il y a toujours eu des élections chez nous. Le problème, c'est que les élections ne sont pas faites, organisées comme selon leur modèle de démocratie représentative. Oui. Je crois que on fera quand même de bien meilleures élections si la campagne électorale se fait à Bambara au Mali. On est quand même beaucoup plus sûr des gens qui vont arriver au pouvoir si, par exemple, ce n'est pas un vote censitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un suffrage censitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un suffrage pour lequel vous devez payer une caution. Et où, en réalité, n'accèdent que ceux qui ont la capacité financière d'y accéder. Parce qu'aujourd'hui, au fond, les élections en Afrique sont des élections censitaires. Parce que pour être candidat, vous devez payer. C'est quelque chose quand même qu'il faut questionner. Dans nos villages, quand les corporations, dans nos États traditionnels, dans nos États historiques, quand on organise des élections qui ne se font pas de la même manière telle que ça se fait là, par exemple des élections dans les corporations, ces élections-là ne se font pas de manière censitaire, on n'a pas besoin de payer quelque chose pour être candidat, tout le monde peut être candidat. Et du coup, il se trouve que il y a quand même comme un déphasage dans l'esprit africain entre cette façon assez bizarre et perturbante de faire les élections et la façon traditionnellement connue. Les gens ont l'impression que les Africains ont oublié tout ce qu'ils ont vécu et toute leur expérience. C'est faux. On n'a pas oublié. C'est simplement quelque chose qui est, si vous voulez, en hibernation quelque part et qui va ressurgir lorsque les 3 M seront de nouveau disponibles, le milieu, les moyens et le moment. Tout simplement. Donc, ce qui se passe là, les appels aux élections au Burkina, au Mali, mais pas au Tchad, par exemple, ce qui est curieux, il n'y a pas d'appel aux élections au Tchad, ça veut dire que, en fait, les gens savent que si les choses s'étaient faites
comme dans les conditions qui existaient avant, par exemple l'arrivée d'Assimi Goïta, Oui. ce sont leurs gens, ceux qui défendent les intérêts du néocolonialisme, de l'impérialisme international. C'est ces gens-là qui auraient en fait été élus dans ces conditions-là. Maintenant qu'il y a une nouvelle constitution pour laquelle on va certainement appeler à un référendum bientôt, eh bien, je pense que ça va sérieusement mettre à mal les velléités de perpétuation du néocolonialisme, et qu'on va pouvoir et que cette constitution va apporter les conditions d'une nouvelle Afrique, parce que ne l'oubliez pas, cette constitution est basée par exemple sur la charte du Mandé, on appelle le Kukurafuga, etc. Et ce sont là des attaches et des repères ataviques qui sont très importants pour notre vie d'aujourd'hui, pour réorganiser, pour recréer le milieu. Oui. Et une partie des moyens, parce que les moyens, c'est pas seulement ce qui est matériel ou financier, mais aussi les ressources intellectuelles, les ressources culturelles, les moyens conceptuels, toutes ces choses-là, on peut les retrouver plus facilement grâce à ce retour-là, ou à cette restauration du développement de nos forces productives, qui ne sont pas que des forces industrielles ou des forces économiques, mais qui sont aussi des forces politiques, des forces sociales en mouvement, et qui permettent à la société d'être dans une dynamique, si vous voulez, qui lui permet de satisfaire tous ses besoins. Donc, à vous entendre, on oublie les chronogrammes, on oublie les accords signés, on se concentre sur ce qu'on a à faire, et tant qu'on n'a pas rempli soi-même son propre carnet d'action, eh bien, on ne tient pas compte de ce qu'il y a autour. Il y a deux choses. Oui. En matière de gestion de projet, vous avez les objectifs que vous poursuivez, vous avez le contenu, c'est-à-dire ce que la charte du projet vous dit. Donc, voici ce qu'on va faire, quel est le contenu de ce que nous allons faire, quels sont nos jalons, différents jalons qu'on doit pouvoir réaliser, et puis à quoi va ressembler finalement le rendu final. C'est ça que vous gérez. Vous gérez un projet. Maintenant, le projet peut connaître, il peut y avoir des imprévus, il y a des risques, il y a des problèmes qui peuvent survenir. Vous faites donc il y a toujours un comité de gestion qui va évaluer toutes ces modifications-là. Il y a des modifications éventuelles. Donc, dans ce cas-là, en matière de gestion des projets, donc vous avez un suivi de l'exécution du projet, mais en même temps, vous avez à côté un comité qui gère les modifications, qui peut les autoriser, qui peut les trouver inopportunes, etc., ou trop coûteuses, ou pas du tout adaptées. Il y a tout cela. Ça, c'est la gestion des projets. En tout cas, la méthodologie PMI. Et du coup, vous avez vos jalons, vous avez votre contenu, vous avez votre charte, vous avez tout ce sur quoi vous êtes entendu dans la charte de projet, des délais, etc. Eh bien, vous suivez rigoureusement ça. Si il y a des modifications structurelles, fondamentales, qui sont nécessitées dans le cours de l'exécution de votre projet, vous soumettez à un comité qui gère ces modifications et peut les autoriser ou non. Dans le cas d'espèce, il se trouve que, curieusement, malheureusement pour ceux qui veulent maintenir ces pays dans le néocolonialisme, le comité de gestion de suivi et de gestion des modifications, c'est en même temps le chef de projet, c'est-à-dire le président Assimi Goïta et son équipe. Oui. Donc, il va falloir être patient, les laisser faire ce qu'ils ont à faire, et puis on verra, tout simplement. Je crois que, vous savez, Madame Begoudé, on a quand même un problème en Afrique. C'est-à-dire, nous avons le sentiment que nos amis, nos partenaires occidentaux, ils ont tendance à penser que quand je parle comme ça, par exemple, de la gestion des projets, de la méthodologie PMI, c'est comme si eux, quand ils vont en parler, ce sera différent. Mais non, c'est la même chose. À partir du moment où ils vont en parler de la même façon que moi, puisqu'il n'y aura aucune différence, alors qu'ils attendent, qu'ils nous laissent faire nos choses. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où qu'ils laissent, qu'ils ne laissent pas, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Après, c'est à eux de voir. Soit ils comprennent que nos traditions ne sont pas des traditions de vol, de rapine et de tromperie, de crapulerie. Et donc, nous faisons les choses pour que la dignité de tout le monde soit préservée. Soit ils vont croire que nous allons faire comme eux et puis ils vont aller dans le conflit avec nous. Sauf que nous, on n'a ni le temps, ni la volonté des conflits. Mais aujourd'hui, nous nous donnons de plus en plus de moyens pour que, quel que soit le conflit, on soit capable de le tenir et de le gagner.
Donc, mais ce n'est pas forcément la bonne chose à faire. Aujourd'hui, la bonne chose consisterait à regarder les Africains faire sans s'en mêler. Ils ne vous appellent pas, donc ne venez pas. Sans s'en mêler et essayer de comprendre, parce que ça c'est peut-être la chose la plus difficile pour nos partenaires européens, de comprendre que tout ce que l'Afrique fait, c'est pour le bonheur, pas seulement du peuple africain, mais de l'humanité tout entière. On ne le veut peut-être pas, on ne l'accepte pas, on ne le sait pas, mais l'Afrique est responsable du destin de l'humanité. Et cette responsabilité-là, c'est dommage, elle nous incombe, nous n'y pouvons rien. Nous sommes bien obligés d'en tenir compte dans tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, même dans notre fermeté, dans notre rigueur, dans l'idée que nous formulons, dans les propos que nous formulons tous les jours, à savoir que nous n'avons pas de plan B. Nous avons un seul plan, c'est reconquérir notre souveraineté, restaurer notre mode de vie perturbé, parce que le monde qui est le nôtre a été perturbé. C'est un monde dont on nous a sortis pour nous mettre dans un autre monde. Eh bien, nous devons revenir à notre monde, restaurer notre mode de vie. Il n'y a pas un plan B, c'est la seule chose qui va se faire. Et ça va se faire contre vents et marées, sauf que ce sera nous les vents et les marées. Et c'est déjà en cours dans plusieurs pays africains, sauf que ça peine à se propager, peut-être. Ben, ça prend du temps. Je veux dire qu'il faut que nous soyons un peu patients. Oui. Il faut que nous tenions compte du fait quand même que nous sortons de 13 siècles de traite arabo-musulmane. Oui. Je vous rappelle que jusqu'au XXe siècle, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 10 ans, on condamnait encore les gens pour esclavage en Mauritanie. Il n'y a même pas 3-4 ans, il y avait encore de l'esclavage en Libye. Bon, ça c'est plus ponctuel, oui. Mais en Mauritanie, c'est quelque chose qui existait déjà depuis des siècles. C'est-à-dire que qui est dans la longue tradition des 13 siècles d'esclavage, de traite négrière en vue de l'esclavage de la part des arabo-musulmans. Donc vous comprenez pourquoi les propos du président tunisien ont mis le feu aux poudres. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Les Africains font l'effort de ne pas trop rappeler ça, mais attention. L'islam est arrivé ici comme une religion de conquête, une religion d'esclavage des Africains. Donc ça, on fait l'effort de ne pas trop tenir compte des religions en se disant, il arrivera bien un moment, compte tenu de là où nous allons, où les gens se rendront bien compte que qu'importe ce que vous voulez, vous-même vous reviendrez à la maison. Mais c'est 13 siècles. Et ça a fait, eux-mêmes, les Arabes disent que ça fait entre, autour de 27 millions, 25, ils disent 25, hein, entre 18 et 25 millions de personnes qu'ils ont transportées, mais que pour chaque personne, il en mourait entre 10 et 20 pendant les razzias, pour chaque esclave emporté. Ce qui veut dire que ces gars-là ont quand même tué près de 300 millions de personnes ici. Près de 300 millions de personnes. Okay. C'est un chiffre pratiquement virtuel, même quand il faut compter l'argent que vous avez à la banque. 300 millions, c'est presque virtuel. Or, c'est ça le nombre de personnes qu'on a perdu en 13 ans dans le cadre des interactions avec les arabo-musulmans. Les Européens arrivent depuis 1454 jusqu'en... Ils ont dit qu'ils ont... comment on appelle ça, qu'ils ont interdit l'esclavage au 19e siècle. Mais de ce que je sais, c'est que l'esclavage a pris une forme nouvelle qu'on appelait les travaux forcés, qui étaient pratiqués par tous les colons européens en Afrique. Et ça s'est arrêté avec les indépendances. Donc, on est parti de 1454 jusqu'à, mettons, 1960. Ça fait exactement 4 siècles. Non, 5. Ça fait 5 siècles. Donc, pendant 5 siècles, oui. C'est-à-dire que vous avez près de 500 ans pendant lesquels ces gens-là, ils ont quand même, eux-mêmes ils disent qu'ils ont transporté en Amérique entre 27 et 35 millions de Noirs, donc d'esclaves, et que pour chaque esclave, ils en perdaient au moins 10. Ils étaient obligés de tuer au moins 10 personnes pour en prendre une seule. Donc ces gens-là aussi nous ont tué près de 300 millions de personnes, mais alors, les uns sur une échelle large de 1300 ans, les autres sur une échelle courte de moins de 500 ans. Quand vous avez perdu autant de monde, mais vous-même vous devez en tenir compte et vous dire que, attention, nous avons perdu énormément de monde et il est temps que le continent puisse se réorganiser. Quand vous avez donc une tentative de conquête de la souveraineté,
vous donnez du temps à ces gens-là. Et je crois que si aujourd'hui nous sommes un peu patients, on va y arriver sans tenir compte du fait que vous êtes dans un contexte où il y a le franc CFA. Là, on parle du Mali, on parle du Burkina. Un contexte où il y a le franc CFA qui vous prend l'essentiel de la valeur ajoutée que produit le pays, en fait. Vous avez un pays comme la RDC qu'on a écartelé pour la mettre sous tutelle, carrément, depuis 1960. Aujourd'hui, on a du mal à le savoir. Mais l'ONU a envoyé sa première mission en RDC en 1960. Et le secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, est mort en RDC en 1961. À l'époque, ça s'appelait le Zaïre. L'ONU est là-bas depuis pratiquement 60 ans. C'est-à-dire que c'est un pays sous tutelle. Donc, vous voyez tous ces pays-là qui sont soit... c'est la tutelle monétaire avec le franc CFA qui permet donc de gérer, de créer le contexte néocolonial, soit c'est la tutelle politique de l'ONU, avec par exemple la RDC qui est obligée d'en référer à l'ONU tout le temps. Et vous avez la MONUSCO qui est là depuis tranquillement, depuis 23 ans. Oui. Donc il faut qu'on se donne du temps. Ne dansons pas plus vite que la musique. Si les Centrafricains n'avaient pas laissé un peu de temps au président Touadéra, ils n'auraient pas 99% de leur territoire aujourd'hui totalement sous contrôle. Le président Assimi Goïta a donné un calendrier, et je crois que ce calendrier, il est en train de le respecter scrupuleusement. Le président Traoré, il a annoncé un certain nombre de choses, et il les suit. Le président Mamadi Doumbouya. Voilà, Mamadi Doumbouya, sur lequel on ne savait pas quoi penser quand il est arrivé, eh bien, il a décidé de faire les choses correctement. Donc, je pense que nous devons continuer à exhorter nos chefs d'État à aller dans ce sens, dans le bon sens, dans le sens de la construction du bonheur de l'Afrique. Quand je pense que j'entends que le Mali va abandonner le français comme langue officielle, mais c'est quelque chose de très fort. Oui. C'est un coup de tonnerre sous le ciel du néocolonialisme français. Et ça, c'est très très important. Quand est-ce que le Cameroun va le faire? Quand est-ce que la Côte d'Ivoire, le Sénégal, quand est-ce qu'ils vont le faire? Donc, il est très important qu'aujourd'hui, nous sachions donner du temps au temps en soutenant massivement les bonnes initiatives et en nous disant que c'est ça qui va nous permettre de devenir des personnes libres. C'est ça qui va nous ramener notre bonheur. Et en rappelant à tous nos partenaires que c'est grâce à ça que demain le monde connaîtra la paix. Parce que si l'Afrique n'est pas souveraine, l'humanité ne connaîtra jamais la paix. Oui. En tout cas, docteur Yamtimba, vous parlez de donner du temps. Bon, donner du temps, mais peut-être maintenant, il faut choisir les dirigeants à qui on donne du temps. Parce que là, on cite des pays qui démontrent à suffire qu'ils ont décidé de lutter pour leur souveraineté. Mais maintenant, il y a d'autres pays où les dirigeants ne démontrent pas cette même dynamique, cette même impulsion. Dans ces pays-là, les peuples, finalement, ils sont victimes de ces différentes élections, victimes de cette fameuse démocratie qui crée, comme je le disais peut-être en introduction tout à l'heure, des crises, des déplacés, des morts, des dégâts matériels. Maintenant, de tout cela, que faire si ce n'est pas mettre de la pression? Parce qu'il y a donné du temps, maintenant il y a donné du temps à qui? Donner du temps, je l'ai dit, donner du temps aux bonnes orientations. Il ne s'agit pas de donner du temps à des paresseux qui font rien. Il ne s'agit pas de donner du temps à des personnes qui n'ont aucune envie d'aller dans le sens qui promeut ou celui qui porte, qui pousse à la souveraineté de l'Afrique et au bonheur des Africains. Vous ne donnez pas du temps à des gens qui sont contre cette orientation-là. Maintenant, c'est pour ça également que j'ai parlé d'exhortation. Il faut continuer à exhorter, c'est-à-dire à la fois maintenir la motivation de ceux qui sont lancés et susciter chez les autres l'envie d'y aller. Les pousser, les exhorter, les motiver, etc. Parce que il y a, qu'on le veuille ou pas, en même temps, la possibilité que dans ce système-là, qu'on appelle la démocratie représentative, eh bien, dans ce système, il peut y avoir des basculements. On peut donc profiter de cette fragilité structurelle de la démocratie représentative pour sortir
des institutions, c'est-à-dire pour battre aux élections ceux qui sont au pouvoir dans les pays où on constate que ceux-là ne veulent pas aller dans le sens de la conquête de la souveraineté et de la construction du bonheur des Africains. Donc on peut faire ça. Maintenant, nous avons besoin d'histoires de succès. C'est pour cette raison que quelquefois on est très concentré sur le Mali, le Burkina, la RCA et puis la Guinée, et qu'on suit de très près ce que fait Julius Malema par exemple en Afrique du Sud. On est très concentré sur ces questions-là, sur ces personnes et sur ces pays-là, parce que ce sont des rayons d'espoir. Ce sont des rayons d'espoir. Et ces rayons d'espoir, on aimerait bien les transformer en feu dévastateur de tout ce qui tue l'espoir africain. D'accord, docteur Yamtimba, vous êtes très poétique finalement dans vos réponses aujourd'hui. La politique, je ne vous coupe pas. Vous savez, la politique a quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que la politique doit toucher les passions. C'est à la fois la raison et les passions. Et quelquefois, pour vous faire bien comprendre, vous devez adopter cette attitude politique, dessiner cette espèce au lieu de parler de projection de projection industrielle, économique et puis géopolitique, parler par exemple de ces avenues merveilleuses où les jeunes gens auront la chance de papoter pendant des heures et sous les fleurs et dans la brise du soir, ce qui manque dans nos rues. Parfois, c'est très bien cette poésie. Oui, et peut-être sans vous sortir du rêve, pour arriver justement à ces différents espaces merveilleux où les gens pourront faire la causette ensemble, il faut passer par une démocratie populaire, peut-être pour y arriver. Il faut passer par des dirigeants habités par un esprit souverainiste, indépendantiste et tout ce qui va avec. Il y a deux choses. Oui. Il y a deux choses. Il y en a une ou deux. Une dont on ne parle pas beaucoup. C'est la révolution. Oui. La vérité est que vous avez des situations où il y a un blocage tel que le peuple, il doit y avoir une révolution pour que le peuple arrive à s'accaparer du pouvoir à travers des personnes qui, si vous voulez, qui ont le... qui inspire ces révolutions. Des personnes qui ont la personnalité qui correspond à ces aspirations. Ok. Et cette révolution-là doit pouvoir, dès le premier jour, avoir pour objectif non pas d'abord la démocratie représentative, mais la démocratie économique. En fait, le gros problème de la démocratie représentative, c'est qu'elle est obligée de fonctionner sur le mode de la privation de la classe des travailleurs, au profit de la classe des propriétaires des moyens de production. Parce que sans cette configuration-là, qui permet donc aux propriétaires des moyens de production de créer en même temps une bourgeoisie comprador, c'est-à-dire en fait leurs copains avec lesquels ils se partagent les marchés publics, et ça crée donc, vous voyez, le cercle vicieux. C'est-à-dire que vous avez ceux qui veulent que le système reste comme tel, et ceux qu'on crée dans l'administration et qui veulent se reproduire dans cette administration-là, eh bien, vous voyez que le système va continuer à tourner en roue libre jusqu'à ce que quelque chose vienne changer ça. Il faut donc cette révolution qui porte, elle peut être une révolution électorale, c'est-à-dire que le peuple se lève, décide d'aller voter dans le cadre de ce système de crapulerie, de voter pour quelqu'un qui représente de l'équipe, qui est l'espoir d'un avenir meilleur. Et je pense que dans un pays comme le Cameroun, nous espérons fort bien qu'en 2025, il y ait une telle opportunité. Oui. Que ceux qui peuvent justement susciter de la poésie dans l'esprit et les cœurs, ceux qui peuvent apporter les fleurs et les brises du soir, ceux qui peuvent ramener les chants des oiseaux dans les villes, ceux qui peuvent, si vous voulez, faire reverdir nos abords de route et nos balcons avec des fleurs et des sourires, qu'on ait des gens comme ça qui reviennent au pouvoir, ou une personne qui peut porter un tel espoir revienne au pouvoir. Et qu'en 2025, ce genre de choses permettent justement que quelqu'un qui a cette vision-là vienne, instaure la démocratie économique, c'est-à-dire un environnement, un milieu dans lequel la satisfaction des besoins de tous est la priorité. Et cette organisation-là, qui permet de satisfaire les besoins de tout le monde, eh bien, doit être telle que en fait, c'est fondé sur deux choses.
La première, c'est les femmes. Ah oui, nous sommes aujourd'hui le 8 mars. Bon, j'aime pas trop la fête, mais parlons des femmes, puisque l'opportunité est donnée. Une société bien organisée est une société qui place la femme au centre. Parce que c'est elle qui porte la vie, alors c'est elle qui a besoin de protéger la vie, de nourrir la vie, de vêtir la vie, d'éduquer la vie, de soigner la vie, etc. Quand vous prenez ces 5 éléments-là, vous avez l'essentiel de l'activité économique. C'est l'essentiel de l'activité économique. Donc vous devez vous poser la question de savoir à chaque fois de quoi a besoin une femme pour que la vie qu'elle a donnée soit épanouie. Dès que vous posez cette question et que vous commencez à chercher les réponses, vous allez dire, ah oui, pour que la vie que la femme nous a donnée soit épanouie, il faut qu'il y ait des vêtements. Donc vous créez une industrie pour ça. Il faut qu'il y ait l'éducation. Vous commencez à faire tout ce qu'il y a autour dans le secteur de l'éducation. Vous dites, il faut qu'ils se soignent. Vous faites la même chose, c'est-à-dire vous formez les gens, vous fabriquez le matériel, etc. Vous construisez les hôpitaux. Vous dites, il faut que cette vie soit logée quelque part. Donc vous aménagez les villes, vous construisez, etc. Et vous assurez de produire les matériaux qui permettent de construire. Et vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut. Ben, il faut absolument qu'en même temps, ils se soignent, qu'ils se nourrissent. Et si vous dites qu'il faut qu'ils se nourrissent, vous mettez en place toutes les activités agricoles et agroalimentaires qui permettent de nourrir. Vous voyez qu'en fait, vous avez fait le tour de tout ce qui est l'activité économique. Donc, en fait, il nous faut cette démocratie économique qui va permettre de satisfaire cela. Mais le satisfaire comment? En laissant certains être les propriétaires des moyens de production, de tous les moyens de production, et qui vont donc s'assurer de contrôler les ressources publiques tout seuls. En fait, non. Vous revenez à ce que nos ancêtres faisaient avant, à savoir que vous avez, dans un cadre communautaire, c'est-à-dire collectif, dans un cadre collectif, vous laissez quand même la possibilité d'une improvisation individuelle et personnelle. La créativité de l'individu est soutenue, est motivée, etc., est encadrée. Mais vous vous assurez que l'État dispose de la même mise sur l'essentiel de l'activité économique. La Chine, aujourd'hui, nous donne la preuve que l'État peut contrôler la totalité des secteurs économiques tout en laissant des capitaines d'industrie émerger, réussir et tutoyer le reste du monde. Ce que la plupart des gens ne savent pas. Lorsque vous prenez n'importe quelle grande entreprise industrielle chinoise, en réalité, l'essentiel des produits, c'est pas lui qui les produit. Une grosse entreprise, une entreprise chinoise, généralement, qui vous fabrique des montres, qui vous vend des montres, mais ne s'occupe pas de s'approvisionner en or, ne s'occupe pas de s'approvisionner en cuir. C'est l'État qui le fait. En fait, l'État s'assure d'avoir les centrales d'achat et les premières étapes de transformation qui réduisent les coûts pour l'entreprise qui va poser sa marque et vendre. Parfois, cette entreprise assemble simplement. Mais tout le reste est fait par un système de contrôle des moyens de production par l'État. Et c'est grâce à ça que la fortune publique est essentiellement une fortune entre les mains justement des pouvoirs publics et pas entre les mains des privés. Donc il faut qu'on mette ça en place, et en le mettant en place, ça permet de s'assurer que les 5 besoins fondamentaux que je vous ai listés de chacun sont satisfaits et que chacun est partie prenante de la fortune publique. Dans mon livre Pot Bokibon, j'ai fait des propositions qui permettent d'aller beaucoup plus loin et de s'assurer que nous sommes copropriétaires de notre État. C'est-à-dire que quand il y aura une autoroute à péage, ce ne sera pas l'autoroute de l'État du Cameroun seulement. Ce sera l'autoroute des citoyens camerounais qui auront investi pour ça. Et chaque fois que vous payerez votre ticket au péage, les citoyens qui auront investi là-dedans vont gagner quelque chose. Donc, ils deviennent copropriétaires de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et vous voyez qu'avec ça, ils vont s'impliquer davantage en politique. Tout au moins, ils vont faire plus attention, ils vont contrôler au lieu de seulement bavarder. Ils vont contrôler qui sont les futurs dirigeants ou alors qui sont les dirigeants actuels. Je parle du peuple. Oui, bien sûr. Ils vont contrôler, oui, bien sûr qu'ils vont contrôler. J'ai du mal à imaginer que les dirigeants actuels vont s'accaparer de ces idées-là. Ils sont peut-être beaucoup trop révolutionnaires pour eux. Et je crois qu'il y a les dirigeants de la prochaine génération probablement.
D'accord, docteur Yamtimba. Eh bien, avec vous, dans le cadre de cette émission, la question principale que l'on se posait, c'est est-ce que la démocratie et les élections représentatives, comme on en parle depuis tout à l'heure, représentent finalement une boucle infernale en Afrique? On a pratiquement terminé dans cette émission, docteur Yamtimba. Oui, le temps, il passe très vite, surtout quand on est poétique. Donc, alors, on s'interrogeait justement sur cette possible boucle infernale que représente la démocratie et les élections représentatives en Afrique. J'ai pris le soin de citer quelques pays justement où on a eu des crises post-électorales et même pré-électorales dans certains, comme en République démocratique du Congo. Maintenant, une fois qu'on a listé tout cela, on se dit, après avoir écouté également votre avis tout à l'heure, ou alors votre analyse, que cette démocratie, elle ne représente pas que le choix du dirigeant ou alors du président de la République et sa clique, mais elle représente pratiquement toute la vie, aussi bien de siècles que des citoyens, la vie économique et tout ce qui va avec. Mais maintenant, il y a cette ingérence. Il y a cette ingérence étrangère à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pourquoi la thématique parlait de boucle infernale. Je pense que ça commence, effectivement, il y a l'impérialisme qui va venir, qui a besoin de contrôler ce système pour s'assurer que ce sont des hommes liges qui dirigent les pays. Oui. Et c'est pour ça que vous avez tous les problèmes, par exemple en Afrique centrale avec la puissance... l'ancienne puissance coloniale ou tutrice, la France, etc. Oui. C'est pour ça que vous avez des problèmes, parfois des échauffourées avec la Grande-Bretagne et certains pays africains, parce qu'elle est l'ancienne puissance coloniale. Ils aimeraient bien pouvoir continuer à contrôler les pays. Le souci est que, ou la chose qu'il faut prendre en considération, c'est que les Africains doivent y mettre en place ce qu'ils veulent. Ils doivent mettre en place des systèmes qui correspondent à leur mode de vie. Les crises pré- et post-électorales, ce sont des crises qui naissent du fait d'essayer de contrôler et de manipuler les élections en Afrique. Oui. Et ceux qui essaient de contrôler et manipuler les élections, très souvent, ce sont les hauts fonctionnaires qui, en général, ont intérêt à ce que parfois un tel ne parte pas, qui reste au pouvoir. Parfois, ils ont intérêt à ce que tel parte parce qu'il ne leur a pas permis d'accéder à la fortune publique facilement, ils n'ont pas eu les postes qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu le pouvoir qu'ils voulaient, etc. Et puis, parfois, ils sont les relais de cet impérialisme qui cherche à contrôler absolument les pays. Donc, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, ce qu'il faut faire, c'est de s'assurer que le peuple comprenne très bien les enjeux, que le peuple prenne la bonne décision lors des prochaines élections. Et le mouvement 10 000 élus panafricanistes vise justement, puisque les panafricanistes, eux, c'est par exemple des éléments de démocratie économique qui sont les fondamentaux en matière politique pour eux. Donc, d'élire des panafricanistes qui vont instaurer la démocratie économique et qui vont permettre d'instaurer ou de conquérir définitivement la souveraineté des États africains et de mettre fin donc à ces ingérences, parce que quand vous êtes souverain, eh bien, ces ingérences-là sont au moins extrêmement limitées, mais en général, ces ingérences ne viennent pas perturber la vie politique, les grandes décisions stratégiques de votre pays. L'Afrique a-t-elle mal compris la démocratie que non? En a-t-elle besoin pour prouver au monde sa maturité politique? Encore un autre nom. Devrait-elle créer son propre modèle politique qui sied aux réalités aussi bien culturelles qu'économiques de sa partie ou alors de son territoire? Que non, vous avez dit tout à l'heure, c'est que finalement il y a les mauvaises personnes aux bonnes places. Non, ce que je dis, c'est que l'Afrique a une expérience plusieurs fois millénaire. Oui. Elle doit s'en inspirer. Lorsque vous avez eu des royaumes qui ont fait des millénaires dans des siècles sur votre continent, vous vous en inspirez. Vous n'allez pas écouter des anciens vendeurs d'esclaves de la traite négrière européenne comme les Voltaire ou les Montesquieu. C'est pas eux que vous écoutez, ou les Hobbes et tout ça là. C'est pas ces gens-là que vous allez écouter, les Locke. Les gens que vous allez écouter, ce sont vos ancêtres qui ont mis en place des systèmes qui ont duré des millénaires et des siècles. Oui. Et donc, c'est eux que vous écoutez, puisque c'est leur mode de vie qui est votre mode de vie.
Mais vous n'allez pas faire, par exemple, comme le Cameroun a pris une constitution dans laquelle elle dit dans son préambule que les us et les coutumes du Cameroun ne doivent pas être contre la constitution. Mais si vous dites que les us et les coutumes de chez nous ne doivent pas être contre notre constitution, vous êtes en train de nous dire que quelque chose qui vient de l'extérieur va venir nous diriger. C'est du néocolonialisme, en fait c'est de l'aliénation culturelle et politique qu'on n'a jamais aussi bien exprimée. Donc, or, si on avait dit la constitution se fonde sur nos us et coutumes, un peu comme le Malien vient de le faire là, eh bien vous allez voir que nous allons avoir des choses qui sont extraordinaires. Des choses extraordinaires, des choses qui vont nous faciliter la vie, qui vont nous éviter les faux conflits pré- et post-électoraux, qui vont nous éviter les rancunes, les surenchères verbales, qui finalement rendent l'atmosphère un peu lourde et totalement insupportable. Donc ce n'est pas bien. La bonne chose à faire, c'est de s'assurer que nous revenons à notre mode de vie, qui est un mode de vie, vous savez, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de cette espèce de calme. Les Africains, c'est des gens qui, quand vous parlez avec eux, vous ressentez l'eau qui coule, vous sentez les oiseaux qui chantent, vous sentez le chant des femmes, vous sentez les rires des hommes. C'est, vous savez, un environnement paradisiaque. Et c'est ça que le monde nous envie. Ils nous l'envient et ils se disent il faut absolument que l'Afrique n'ait plus ça. Mais nous allons l'avoir et nous avons la chance d'avoir beaucoup de ressources naturelles et humaines que nous allons utiliser pour pouvoir reconstruire le paradis africain qui a été perdu il y a quelques siècles. Merci infiniment, Dr Yam Timba, pour votre rapport. Dans le cadre de cette émission Regard panafricain, ce fut un plaisir d'échanger avec vous justement et de passer cette thématique sous votre regard panafricain. Nous parlions de la démocratie puis des élections en Afrique. Est-ce donc une boucle infernale? Totalement non. Il suffit de rentrer aux sources et de remettre sur pied ce qui a été abandonné depuis des siècles finalement. Merci à vous, Dr Yam Timba. C'est moi qui vous remercie, madame. Et on se donne rendez-vous très prochainement. À bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés sur nos différentes plateformes, Facebook et YouTube, For You Media Africa, de nous avoir écoutés sur notre radio ainsi que l'application For You, téléchargeable sur Play Store. Au revoir à tous, rendez-vous demain, même heure et différents contenus.